Une question de Monsieur François Picmal. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci pour vos témoignages. Peut-être une question en particulier pour peut-être Monsieur Guéridi qu'on a entendu et Madame Urvoy. C'est-à-dire, bon, vous avez vécu des faits de violence, que ce soit des violences dans les pratiques sportives ou des violences à caractère sexiste et sexuel. Est-ce que, avec votre recul, il y aurait eu des choses qui auraient pu, entre guillemets, vous sauver des personnes, des institutions? Qu'est-ce qui ferait, on a posé la même chose un petit peu hier, qu'est-ce qui ferait que un jeune athlète pourrait, un jeune ou moins jeune d'ailleurs, trouver quelque chose, quelqu'un à qui parler pour éviter que ça ne continue et que ça dégénère. Et Madame Urvoy disait qu'elle n'était plus en France. Et j'aimerais savoir si elle a pu comparer avec d'autres systèmes sportifs ailleurs. Monsieur Guédiri et Madame Urvoy ensuite. J'aurais préféré laisser Comme vous la voulez. parole à la demande. Bon, Donc Madame Urvoy. honneur aux dames. Ouais, merci. Oui, effectivement, je suis plus en France, je suis en Espagne. Alors pour répondre à la question, effectivement, j'ai pu comparer parce que j'ai pu discuter avec les personnes des institutions et il y a une écoute et il y a une façon de traiter les violences sexuelles, malgré ce qui se passe actuellement dans le football espagnol, qui est quand même assez différente, où il y a une écoute, il y a un système judiciaire qui est axé sur les violences, enfin en tout cas qui a priorisé les violences sexuelles et faites aux femmes. Et donc la parole est beaucoup plus entendue. C'est-à-dire que lorsqu'on est victime, moi, je l'étais pour une autre histoire, mais j'ai tout de suite été en 48 heures, j'ai été entendue, dans un tribunal, face à des juges avec traducteurs et autres, par exemple, pour que je puisse expliquer ma situation au mieux et il y a un vrai suivi, en fait. Et qu'est-ce qui aurait pu être différent? On parle des années 2000 en France. Bon, je pense que de toute façon, oui, ça aurait pu être différent parce que dans le système dans lequel, nous on a pu évoluer, et avec les je pense que tout le monde le savait, en fait. C'est-à-dire que sans parler des violences sexuelles, les violences physiques étaient visibles de tous. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand nous on témoigne, en fait, finalement, les gens peuvent, dire: «Oui, vous mentez», mais en fait, tout le monde le savait du début à la fin de la fédération. C'est-à-dire qu'on était un club qui est très visible, donc ça se voyait dans l'attitude que nous pouvions avoir tout jeunes ou à ce qu'on pouvait transcrire. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas le droit de parler et au sein même du club, on était menacés par d'autres athlètes de parler. Donc en fait, il y avait une véritable omerta. Je pourrais comparer ça à une mafia parce que c'était ça. Quand on rentre, si tu sors, de toute façon, tu ne seras pas bon, tu es grillé et tu seras jamais bon au judo. Enfin, on se disait que de toute façon, ça ne servait à rien. Donc si on voulait continuer le judo, on n'avait plus le choix. Quand on y rentre, on ne pouvait plus y en sortir, comme dans un gang, si vous voulez. Et ce que je peux dire, c'est que, par exemple, j'étais au pôle espoir de Nantes et je pense que ça tout le monde le savait sans poser de questions, mais personne posait de questions. Pourtant, on était mineurs. Je jette pas je ne renvoie pas de responsabilité sur les entraîneurs ou autres parce que je pense que pour eux, c'est aussi tout autant compliqué. Mais c'est vrai que du coup, notre club était mis à l'écart et cet écart, en fait, ben, protégeait un peu tout le monde dans le sens où chacun avait, on avait, voilà, des choses à faire. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, à l'intérieur, on n'était absolument pas protégés et c'était impossible de l'être. La seule façon, c'était de partir. J'ai essayé de le faire mais finalement, quand j'ai pas pu, j'ai dû arrêter le judo. Donc voilà, donc comme un gang, on était protégés au-delà parce qu'après je suis partie au pôle espoir de enfin, qui était un pôle France à l'époque de Rennes, dans lequel j'étais protégée par mon club, s'il m'arrivait quoi que ce soit là-bas. Mais je pouvais voilà, c'est vraiment si vous reprenez les principes d'un gang, c'était ça. Donc tout le monde le sait très bien. Mais et aujourd'hui, jusqu'à présent, on le voit, personne ne fait rien et ne fera enfin malheureusement, j'espère que si, on fera quelque chose, mais en tout cas, pour le nombre de personnes qui ont pu voir, entendre et vivre des choses, Heu, on est enfin, on toutes les histoires se rejoignent, c'est pour ça que c'était assez «facile» entre guillemets. Mais aujourd'hui, on a un président du judo qui est à peine condamné, qui est protégé par beaucoup d'instances et aujourd'hui, il n'entraîne plus trop. Je ne sais pas trop exactement ce qui se passe pour lui, mais en attendant, il l'a fait jusqu'à l'année dernière. Apparemment, les méthodes seraient différentes, mais pour moi, en tout cas, comme tout agresseur ou comme toute personne violente, s'il n'a pas de suivi ou de travail fait sur lui, c'est une personne qui ne peut pas changer. Donc oui, il reste encore, en tout cas et puis il a formé aussi, comme je voilà, je vais pas appuyer dessus trop longtemps, mais il a formé aussi ses lieutenants et aujourd'hui ces lieutenants ont pu, en tout cas, continuer à être aussi violents même en son absence, voire même parfois pire, plus vicieux et avec des personnes d'autres clubs
de personnes qui ont dû arrêter le judo, et ça se passait au sein du sport-études et ça tout le monde le savait, personne n'a rien fait. Voilà, donc aujourd'hui, je peux tout à fait entendre que les agresseurs soient victimes, mais il faut pas oublier qu'ils ont été agresseurs et aujourd'hui, ça, c'est des choses qui se sont répétées, répétées, donc en fait, il y a encore une génération d'agresseurs dehors et qui sont profs de judo. Oui. Madame Pérus, je vous laisse la parole. Vous êtes présente. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Alors je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je prends la parole, pas pour avoir un regard un peu différent, mais sur les questions d'identification des victimes et d'omerta. Et là, je parle au titre de mon statut d'ancienne sportive de haut niveau. J'ai été membre de l'équipe de France d'escrime de 2000 pour les catégories cadettes jusqu'en 2012 pour les catégories seniors. Et j'ai vécu ou j'ai pu être témoin de différents éléments à différents moments de ma carrière qui me font penser que le système dans lequel on évolue dans le sport, et notamment dans le sport de haut niveau, empêche à un moment donné de s'identifier comme victime ou de témoigner de dérives comportementales parce qu'on a été d'une certaine manière habitué à voir se répéter un certain nombre d'éléments. Si je dois donner quelques exemples de ce que j'ai pu vivre ou ce dont j'ai pu être témoin, mes premiers championnats du monde cadet, j'ai 15 ans, je découvre l'escrime de haut niveau parce que ma famille n'était pas dans ce milieu-là, et je vois un parent d'athlète mimer un acte sexuel avec un entraîneur. En rigolant, c'est de la blague, mais je ne connais pas ces personnes, ça interpelle. Par la suite, je suis encore junior, j'arrive en équipe de France senior, en stage de préparation. J'apprends que j'ai été notée parmi les athlètes, au même titre que les autres athlètes féminines. Des athlètes expérimentés qui, de manière répétée, viennent, cherchent à obtenir certaines choses. Et voilà, un arbitre international qui vient faire pression pour une relation sexuelle et qui, face à un refus, sanctionne l'athlète. Donc, et c'est des choses dont j'ai parlé avec mes coéquipières, mais que j'ai pas fait remonter. Voilà. Et d'une certaine manière, j'ai aussi tenté de protéger les plus jeunes face à ce que j'avais vu ou observé dans des moments festifs avec d'autres athlètes pour, connaissant certains profils, éviter qu'il y ait... voilà. Donc, en fait, à un moment donné, on fait partie de ce système-là et on parle des entraîneurs, et je pense que c'est un élément fort, mais... le staff paramédical, il doit être formé, les arbitres, ils doivent être formés, les élus, les parents. Enfin, en fait, il me semble que cette omerta, elle est aussi créée parce qu'on est conditionné d'une certaine manière à vivre des choses qui sont finalement inacceptables et on s'en rend compte plus tard, où on ne comprend pas pourquoi on est déstabilisé face à certains comportements, mais ça se produit et ça se répète. Donc voilà, donc c'était juste pour... j'apporte pas forcément de solution en disant cela, mais c'était aussi pour resituer... il y a des actes dramatiques ponctuels perpétrés par une personne, mais il y a aussi un fonctionnement qui est dysfonctionnel en fait. Et voilà, c'était un éclairage complémentaire sur ces deux thématiques-là, de pouvoir s'identifier comme victime et donc parler et donc faire remonter les faits, et en même temps une forme d'omerta qui persiste parce que ça se reproduit, on s'habitue et on ne perçoit plus la gravité, enfin, ou l'inadaptation de certains comportements. Nous avons Monsieur Gianezello qui veut prendre également la parole. Je suis désolée, le temps passe très vite, il nous reste une bonne heure, donc je vais laisser de moins en moins de temps. Excusez-moi, mais je vais mettre du temps. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente Hervé Gianezello, je suis professeur à l'université de Rennes 2 en STAPS, professeur de judo et également le professeur de Marie qui a témoigné tout à l'heure. Enfin, j'étais en tout cas à l'époque. Donc, je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et je remercie Patrick Roux et tous les membres de cette commission. Je vais essayer de faire court du coup, parce que je sais que vous êtes contraints par le temps. Je vais commencer par Marie, puisque c'est ce qu'il y a de plus important. Je me mets toujours à la place des victimes. Enfin, j'essaye, et en tout cas de les soutenir. À l'époque, quand ça s'est passé,
la personne qui a fait l'agression vis-à-vis de Marie m'a attaqué en justice pour propos diffamatoires. J'étais stagiaire prof de PS dans un lycée, responsable de la section sport-études, judo et foot. Et donc, j'ai laissé un témoignage audio sur la messagerie de ma tutrice professionnelle qui connaissait bien à l'époque le cadre d'État. Il a transmis à son collègue qui venait d'arriver sur la région, Bretagne, et il a porté plainte contre moi pour diffamation auprès de la fédération. Donc on s'est retrouvé, je me suis retrouvé à la fédération pour passer à la commission de discipline. Bon, c'est une table ronde, il n'y a rien d'extraordinaire, ça ne rend pas la justice traditionnelle, mais voilà, malgré les propos qui ont été tenus contre l'entraîneur de dire que ce qu'il avait fait auprès de Marie-David, ça ne devait pas se faire, je me suis retrouvé condamné à un avertissement et je suis passé dans les tabloïds de la fédération à l'époque, le journal Le Judo Magazine, pour annoncer que j'avais été condamné. On a fait appel de cette décision avec le papa de Marie. On nous sommes présentés avec un avocat en appel. Les mêmes choses ont été redites en disant à l'entraîneur qu'il n'avait pas à faire ce qu'il avait fait, et pour autant, j'ai toujours été condamné. 20 ans se sont passés, l'affaire Abitbol est sortie dans les livres, j'ai envoyé un message à Marie, et la réaction de Marie a été de dire ça fait 18 ans que j'attends ça, donc effectivement, des choses ont été relancées, et la nouvelle fédération, la nouvelle gouvernance de la fédération, a envoyé un mail auprès de mon département et de ma ligue pour annoncer que je devais être considéré comme un prof de judo normal qui avait dénoncé des faits qui n'auraient jamais dû avoir lieu. Tout ça pour vous dire que pendant 20 ans, en fait, comme Marie, Hervé Ginzello, c'était le prof de judo qu'il fallait éviter. J'ai eu 7 procédures lancées par le département ou la ligue, soit à mon encontre, soit à l'encontre de mes athlètes, soit à l'encontre du club pour tenter de nous radier, ne pas qualifier des athlètes qui avaient mérité leur qualification sur le tapis. Et malgré tout ça, avec tout ce temps qui est passé, on sent encore une certaine tension et une certaine animosité à mon égard. Je pense que ce qui m'a vraiment sauvé, c'est qu'en 2003, j'ai obtenu le poste à l'Université de Rennes 2 en STAPS, et que donc j'ai pu un petit peu m'échapper de cette partie prof de judo. Quand Marie a décidé de relancer un petit peu le dépôt de plainte, le club de l'époque l'a soutenu, et bien sûr, à titre personnel, je l'ai soutenu aussi. Alors, je rejoins ce qui a été dit sur plein de points. La formation des professeurs, en fait, quels qu'ils soient, il n'y a rien de fait sur les violences ou l'attitude que doit avoir un professeur digne de ce nom. À l'université, tous les étudiants que j'ai en formation ont cette information sur les violences. Je suis désolé, hein, c'est pas facile. Mon propre fils, qui a fait le pôle France de gym, a été victime de violences physiques. Il a eu un gros accident dû à un manque de suivi, rupture du tendon du subscapulaire, déshydraté, sous-alimenté. Il a pu continuer, bien sûr, à pratiquer après un gros suivi chirurgical et médical. Voilà, donc bon, tout ça pour apporter un témoignage de profs, de parents et d'enseignants à l'université, qui fait que à chaque fois que je parle de ça en cours, j'ai des élèves qui viennent témoigner de ce qu'ils ont pu subir dans leur petit club, ou pour ceux qui ont fait du haut niveau, ce qu'ils ont pu subir aussi dans le cadre de ces formations. Vous aviez parlé également de la gouvernance du sport. Je pense que ce n'est pas d'aujourd'hui, en fait, que ça existe. Médéric Chapiteau a sorti un livre en 2016 qui s'intitule « Le sport, une faille dans la sécurité de l'État ». Voilà. C'est un livre que je fais lire à tous mes étudiants également. Donc, je crois que les choses, en fait, elles se savent depuis très longtemps, vraiment très longtemps, mais que rien n'est fait, en fait, et que sans véritable décision politique, le problème, c'est que ça ne changera pas, quoi. Et aujourd'hui, on a encore,
je sais pas, au niveau du judo, il y a 5500 clubs en France à peu près. On va dire, en termes de licenciés, 600 000 licenciés. On parle bien que des licenciés et pas forcément des pratiquants. Et on a un certain nombre de jeunes qui rentrent en pôle, en structure. Et je trouve que l'accompagnement est effectivement pas suffisant. Et effectivement, je crois que quand il y a des problématiques, il faut qu'elles soient gérées en dehors des fédérations. Et la psychologue Karine, je l'appelle par son prénom, je suis désolé, qui a témoigné tout à l'heure, je pense qu'elle a raison en disant que s'il y a des choses qui se passent, ça doit être fait en dehors du milieu du sport, voilà, et que peut-être certaines associations, nous on a fait aussi intervenir Colosse au pied d'argile au sein de notre dojo, voilà, bah voilà, c'est très compliqué parce qu'à côté de ça, il faut aussi que la présomption d'innocence soit respectée, et c'est pas simple. Moi, je viens d'apprendre que dans mon club, j'ai un souci avec un athlète, 16 ans, qui s'est fait exclure de son établissement scolaire l'année dernière pour agression sexuelle. Voilà. Il a demandé à rentrer au pôle. Ben forcément, l'entrée au pôle n'est pas possible. Et j'ai appris pas plus tard que la semaine dernière que c'est beaucoup plus grave que ce que je pensais. Et il y a une grosse enquête et on va être entendu aussi, forcément, puisque il va falloir témoigner. Et quand j'en parle à mes présidents, on me dit bah, ça reste du privé, on n'a pas trop à s'en mêler, sauf que forcément, comme ça fait quand même 10 ans qu'il est licencié au club, ça pose un problème et les enquêteurs vont venir sans doute nous entendre sur si on a vu quelque chose au sein du club. Donc je crois qu'en fait, personne n'est épargné et c'est très compliqué en fait de pouvoir à la fois aider les victimes, enfin on les soutient, on fait tout ce qu'on peut, mais en même temps en face, la justice est très lente et comme disait Patrick Roux, on se retrouve toujours avec des problèmes de dates, de délais qui font que ben, la suite est un petit peu difficile. Voilà, en tout cas, j'ai une grosse pensée aux victimes et aux familles des victimes. Voilà pour mon témoignage ce matin. Merci de m'avoir écouté. Je vous remercie. Nous avons Monsieur Alexandre Vell également qui veut nous apporter son témoignage. Bonjour à tous, donc Alexandre Vell, je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je voulais revenir sur tous les propos des interlocuteurs pour coordonner, et puis notamment sur ce que Karine Repérant nous a évoqué sur les conséquences, et puis sur le thème 2, les conséquences pour la santé et la psychologie post-traumatique. Alors, je vais parler de ce que j'ai vécu et ce que j'ai pu voir. Moi, j'ai 41 ans aujourd'hui. Voilà, donc d'un point de vue de la santé, par exemple, je me suis fait opérer de l'épaule, du dos, d'une arthrodèse L4, L5. Je suis en arrêt de travail assez fréquemment. Monsieur Vell, est-ce que vous ben, pouvez activer votre caméra, s'il vous plaît? Je n'ai pas de caméra, malheureusement. Je suis désolé. D'accord, pas de problème. Voilà. Et puis d'un point de vue, voilà, des arrêts pour des soucis de dépression, de la gestion tout simplement de ces événements qui reviennent assez fréquemment dans ma vie et qui me posent souci. Je vais préciser un petit peu le contexte quand même, malgré tout. Effectivement, quand moi, les choses qui me sont arrivées, j'avais entre 16 et 20 ans, j'étais sur Nantes, ça avait essentiellement lieu en club, voilà. Un petit cadre qui est important de préciser, c'est effectivement quand on est jeune, la plupart du temps, en tant qu'athlète, on est éloigné de nos parents, en fait, et on n'a pas le cadre où on peut soit parler, soit en fait contrebalancer ce qu'on vit. Donc on a une dépendance du corps et au niveau psychologique qui est immense vis-à-vis de notre entraîneur, qui représente en fait le cadre, c'est lui. Donc voilà. Donc moi j'ai vécu des violences physiques, psychologiques et à caractère sexuel. Voilà, je vais très rapidement dire, j'ai été témoin par exemple sur le tapis d'élèves mineurs qui s'entraînaient. Dans le cadre de l'entraînement, ils étaient au sol, la personne était prise en immobilisation et pour faire lâcher, l'entraîneur lui dit mets-lui un doigt dans les fesses. L'élève ne le fait pas, ne s'exécute pas. Donc c'est cet entraîneur qui vient sur les élèves mineurs et qui introduit son doigt dans les fesses de l'autre pour le faire lâcher et qui lui dit, tu vois, ça marche. Me concernant, on était en séance de musculation.
l'entraîneur vient, nous donne le programme. On était incités à faire nos séances de musculation torse nu. Et il prend le crayon marqueur indélébile et sur mon corps commence à dessiner des positions sexuelles sur le dos, partout, donc des sexes masculins, féminins, des grossièretés aussi sur le corps. Et après, m'oblige à aller m'exhiber dans la salle, dans les différents étages. C'était un gros complexe, devant les parents, devant d'autres jeunes enfants comme ceci. Voilà. Ce jour-là, j'étais sa chose. J'étais plus une personne, j'étais sa chose. J'ai eu une immense colère et ce fait, il restera marqué pour toujours. Et c'est encore compliqué pour moi d'en parler. J'ai vécu d'autres violences physiques, des coups, des humiliations. On était incités dans ce club. En fait, la violence, elle venait rarement de cette personne, mais elle incitait toutes les autres à produire l'un contre l'autre. Donc il y a un effet pervers vis-à-vis du groupe. Donc j'ai une relation maintenant aux amis qui est très compliquée, par exemple. Donc vous voyez là, les conséquences psychologiques sont énormes. Je suis en arrêt, je l'ai dit assez souvent, donc c'est vraiment un problème de santé publique. Et voilà. Et je vais revenir sur aussi le fait que, effectivement, au moment des faits, moi, c'est difficile de parler quand on est dedans. Je suis parti donc de ce club, mais en fait, je me suis coupé de tout le monde du judo. À ce moment-là, la seule solution pour moi, ça a été d'arrêter complètement. Donc, on se retrouve isolé parce qu'on n'a plus sa passion, on n'a plus ses amis, ceux qu'on côtoyait autrement, et donc on est vraiment complètement seul. On est alors c'est difficile d'en parler à ses parents parce que c'est aussi humiliant tout simplement, donc c'est compliqué. Il n'y a pas de structure qui nous accueille facilement, en tout cas on n'est pas informé dessus. Donc moi, le moment des faits, je ne savais pas vers qui me tourner. Je me suis tourné vers la Ligue, j'ai essayé d'appeler. J'ai pas pu avoir ni le président de Ligue, ni le conseiller technique régional à l'époque, mais la personne à qui j'ai parlé, en fait, la réponse qu'on m'a dit, c'est Alexandre, laisse tomber, on va pas pouvoir. Voilà. J'avais 20 ans, je peux vous assurer que là, en fait, votre foi dans votre sport, dans le monde sportif, il s'écroule. Il s'écroule. J'ai arrêté le sport, j'ai arrêté le judo pendant quelques années avant de pouvoir repartir. J'ai quand même fait dans ma formation, c'est une formation, j'ai eu une licence STAPS, éducation et motricité. J'ai fait un brevet d'état judo aussi. À ce moment-là, j'avais plus foi dans mon sport ni dans ce qui s'y passait, parce qu'effectivement, la fédération, enfin la ligue via la fédération n'est pas à votre écoute. Et là, c'est très très compliqué pour un jeune, tout simplement, de savoir comment faire. Donc voilà. Je vais revenir et sur les suites, cet entraîneur, 20 ans, un peu plus de 20 ans après, revient dans notre région. Il a changé géographiquement, donc il y a aussi ce souci, c'est que quand il y a des choses qui sont portées, une simple mutation géographique et hop, on retombe presque à zéro, il n'y a plus rien qui peut se passer. Donc cette personne revient de notre côté, on est plusieurs, la sortie des livres, les différents changements de mœurs fait qu'on se regroupe aussi, on essaye de contacter la DDJS, etc., pour que quelque chose soit fait. C'est compliqué. Après beaucoup de péripéties, une sanction administrative à titre provisoire est décidée contre cette personne. Et au final, donc, elle est effective par la fédération. Et en fait, cet entraîneur peut continuer d'entraîner parce qu'un président l'a embauché, que ça ne dépend pas directement. Alors, il est interdit d'aller sur des compétitions officielles, par exemple, mais il peut entraîner en club, donc être en contact avec des jeunes. Et là, il y a un réel problème. Il y a une sanction qui est prise, et derrière, en fait, ça n'a pas de conséquences. Voilà. Et effectivement, pour nous, victimes, c'est compliqué. Là, c'est encore. Alors, déjà que ça a été compliqué à vivre, là, il y a une sanction qui est posée, elle n'est pas effective, il y a une injustice qui est énorme. Voilà, on se dit, on a essayé de protéger et en fait, ça ne marche pas. Voilà. Et je vais juste
faire un dernier parallèle tout à l'heure par rapport à ce que disait Marie-Laurence, où elle qualifiait la structure dans le club d'un gang. Moi, je l'associais plus à une secte. Mais vraiment, c'est vraiment cette idée souvent de choses qui se mettent en place dans les structures. C'est que c'est sectaire, gang, voilà, c'est très pernicieux. Et effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont vu ce qui se passait sur les bords du tapis et qui n'ont pas agi et qui n'ont pas réagi. Et ça, quand on est un enfant, de voir les adultes en fait qui ne réagissent pas, eh bien, c'est profondément injuste et en fait, on normalise aussi le fait. Donc voilà, il y a vraiment un gros travail à faire sur tous les intervenants pour que les personnes arrêtent de regarder et tourner la tête et que tout le monde dise bon, maintenant j'ai vu ça et je dois faire mon travail civique et le dire. Voilà, pour que les victimes ne se sentent plus celles qui sont pointées du doigt, mais que ce soit les autres personnes. Voilà, je vous remercie. Merci pour ce témoignage très glaçant, je trouve. On va laisser la parole à notre collègue Pascal Martin, s'il vous plaît. Merci à toutes et à tous. C'est vrai que cette commission, avec les auditions que nous menons depuis hier, nous amène des témoignages assez glaçants, assez terrifiants. Et je pense que vraiment, qu'en tant que législateur, on a une responsabilité forte. Ça a été employé à plusieurs reprises, les problématiques de santé publique dont découlent tous ces agissements. La survictimisation quand les victimes parlent et qu'elles sont à leur tour, comme l'a dit tout à l'heure un monsieur, victime d'une... Excusez-moi, je suis assez émue par tout ce qu'on entend depuis hier. Donc les plaintes en diffamation quand on dénonce des faits aussi graves. Donc hier encore, une victime qui nous disait que dans une classe, elle a toujours en tête, étant professeure elle-même, qu'il y a au moins 3 victimes dans la classe. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un problème dont notre pays doit se saisir. Madame Urvois l'a dit, elle a quitté la France. Elle est en Espagne aujourd'hui. J'étais en Espagne la semaine dernière où j'ai rencontré le ministère de l'égalité. Et c'est vrai qu'ils ont d'autres méthodes dont on ferait bien de s'inspirer. Rien n'est parfait nulle part, mais il y a quand même des pays qui arrivent à se saisir de cette question des violences en tout genre et des violences notamment sexistes et sexuelles d'une autre manière que la France. Donc je veux le redire ici avec beaucoup de solennité. Je vous remercie toutes et tous pour votre courage et je vais le dire aussi ayant été moi-même victime. Donc voilà, j'ai une question assez précise pour monsieur Gianesello, j'espère que je n'écorche pas son nom, quand il a dit tout à l'heure sensibiliser les étudiants qu'il côtoie aux questions de violence dans le monde sportif. Est-ce que c'est une initiative personnelle qu'il prend ayant été lui-même confronté à ces situations ou est-ce que c'est prévu dans le programme? Et je pense qu'il serait intéressant que ce soit prévu dans le programme puisque ça a été dit à plusieurs reprises, il faut sensibiliser mais il faut former tous les acteurs qui peuvent être en contact avec les mineurs en fait dans ce pays, aussi bien dans le domaine du sport que dans d'autres domaines, de la musique, enfin on l'a abordé aussi hier. En fait, c'est un fléau qui touche l'ensemble des secteurs et je crois que notre pays sortirait grandi s'il pouvait enfin donner une réponse aux victimes parce qu'on l'entend aussi depuis tout à l'heure, le fait de ne pas avoir de réponse, ça vient aggraver les faits. Merci. Bien, merci pour votre question. En fait, c'est une initiative personnelle. Enfin, ça fait... je pense que depuis que je suis enseignant, que je m'intéresse vraiment à l'athlète au sens général du terme, c'est-à-dire à son désir de réussir sa pratique et puis aussi à la personne qu'est l'athlète, quoi. Donc, toute la partie sociologique, psychologique, forcément, ça faisait partie de mes études, donc c'était assez facile. Mais dans mes cours, tous les étudiants, quels qu'ils soient, peu importe la filière, alors en L1, j'ai les spécialistes sport de combat en judo et en MMA en particulier, mais j'ai aussi plein d'autres groupes d'étudiants qui ont d'autres spécialités que je récupère en polyvalence judo, en L2 éduc-mot, en L2 entraînement, en L3 management, enfin peu importe. Il y a forcément un cours qui est uniquement dédié qu'à ça.
Et ce sont vraiment qu'une initiative personnelle, ça ne fait pas partie de la formation proprement dite. Après, les étudiants sont assez sensibilisés dans la mesure où le BDE, par exemple, aussi a fait intervenir 2 fois Colosse au pied d'argile. Alors effectivement, c'était pendant le Covid, donc c'était en distance, mais enfin, peu importe, les actions sont faites, mais c'est des initiatives personnelles, en fait. C'est pas du tout inscrit dans la maquette que d'avoir un cours sur les violences dans le sport. Et encore une fois, je parle bien des violences comme le signifiait Patrick Roux tout à l'heure, c'est-à-dire les violences en général, pas... enfin, j'ai du mal à stigmatiser aussi sur les violences sexuelles, même si elles sont hyper importantes. En général, de toute façon, elles sont toujours liées à des violences psychologiques derrière aussi, mais les violences physiques en font partie, le harcèlement en fait partie, voilà. Donc, c'est vraiment une initiative personnelle. Il y a rien de marqué dans nos maquettes, voilà. Et la formation des futurs éducateurs sportifs aussi. Alors, ça a un petit peu bougé, hein, les lignes ont un petit peu changé, mais il y a quelques heures de consacrées à ça, mais franchement, c'est survolé, je dirais. Voilà, pour ma réponse. Merci à vous. Juste 2 minutes, la parole à Myriam Welding qui souhaite revenir sur son témoignage, c'est ça? Ou le compléter? Oui, merci. Donc, c'était surtout pour préciser quelque chose par rapport à une réflexion de Yacine et notamment à Signal Sport. Moi, j'ai pu aussi l'utiliser et donc aussi revenir sur les derniers propos où dès lors qu'on veut signaler des violences, parce qu'effectivement, il y a des violences sexuelles, mais aussi des violences psychologiques et physiques, quand on arrive sur Signal Sport, déjà, je trouve que c'est assez difficile et peut-être délicat aussi pour les victimes parce qu'elles se retrouvent, c'est en fait une adresse mail, on se retrouve devant une page blanche, mais peut-être aussi un petit peu aidé. Et la cellule se présente comme la cellule de lutte contre les violences sexuelles. Et qu'effectivement, on est aussi confronté à beaucoup d'autres formes de violence, le harcèlement moral, le harcèlement physique, qui a aussi des séquelles vraiment importantes. Il faudrait peut-être aussi faire en sorte que la victime qui veut signaler quelque chose ne se sente pas à la mauvaise place ou dit en fait finalement je n'ai pas été écoutée parce que c'est pas une violence sexuelle, donc c'était juste aussi pour apporter ça et peut-être faire évoluer cette démarche Signal Sport pour vraiment être à l'écoute. On est bien dans tolérance zéro pour toutes les formes de violence. Et pour autant, là, les affaires sont sorties. Hein, il y a vraiment des enquêtes judiciaires qui ont été ouvertes et qui ont abouti sur le harcèlement moral. Il faut aussi que les victimes soient qui veulent se signaler, soient pas seulement, voilà. Pour l'instant, on est vraiment, nous sommes la cellule de lutte contre les violences sexuelles et peut-être qu'on ne se sent pas à la bonne place. Donc ça, c'était pour répondre à cette réflexion. Après, je rejoins effectivement tout ce qui vient d'être dit sur cette notion de gang où effectivement on est dans un terreau propice aux violences dans le monde du sport parce qu'on est dans l'autarcie, on est aussi dans cette omerta. Et on a éduqué les enfants à accepter toutes les violences, notamment physiques, à accepter les douleurs, à les taire. Et donc, effectivement, souvent, comme l'a aussi dit un des témoins, loin des parents, et donc on accepte tout. On est aussi redevable vis-à-vis des familles qui investissent aussi beaucoup financièrement. Donc, c'est vraiment tout le milieu sur lequel il faut retravailler parce que cette culture de la violence, elle est quand même bien imprégnée un petit peu partout. Merci à vous. Monsieur Patrick Roux. Oui, moi c'est pour apporter quelques informations qui me semblent factuelles dans le prolongement de ce qu'a dit Monsieur Vell. Je n'avais jamais entendu le témoignage de Monsieur Alexandre Vell. Je savais qu'il existait parce que d'autres victimes du même endroit et du même entraîneur m'en avaient parlé dans leur signalement. C'est une affaire lourde. Je pense qu'il y a une procédure de justice. À ma connaissance, il y a plus de 10 témoignages. Donc là, ce qui m'a frappé en lisant les signalements, c'est que ressort souvent une phrase « cet entraîneur est très protégé ». Alors moi, je voudrais savoir ce que ça veut dire. Et ensuite, parmi les gens qui le soutiennent, puisqu'apparemment il a eu de nombreuses lettres de soutien, etc., je pense, je peux me tromper, mais je pense qu'il y a de nombreux CTS, cadres d'État. Donc ça aussi pour moi, je prends pas, c'est pas un jugement de ma part, moi je suis simple observateur, si vous voulez, mais à la lecture
de ce qui est dans les signalements et de ce que j'entends, pour moi, il y a une inéquation, enfin quelque chose qui ne fonctionne pas. Je pense que ce qui est bien, c'est que les témoins ont expliqué mieux que moi le deuxième point, en fait. Donc ça va nous faire gagner du temps quand même. Si on doit passer au deuxième point, la nature des faits, je peux pratiquement le résumer en une phrase. Je peux aller très très vite, du coup, sur ce deuxième point et passer peut-être directement à l'omerta. Oui, voilà. Alors, donc... ce que je voulais dire en fait sur la nature des faits, parce qu'en fait, pourquoi j'avais posé ce deuxième thème, c'est parce que j'étais inquiet. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les forces contraires auxquelles on fait face et aussi la manipulation de la communication consiste à nous dire mais en fait, c'était juste des techniques dures d'entraînement. C'est pas de la violence. Bon, je pense que vous avez compris. Je pense que je n'ai pas besoin de développer. Vous voyez bien de quoi il s'agit. On n'est pas du tout dans le cadre sportif. La déontologie sportive et celle de l'entraîneur est complètement explosée et pas du tout respectée. On est dans des exactions et des violences et du harcèlement sur mineurs. Et je ne parle même pas du reste. D'accord ? La psychologue Karine Repérand nous a expliqué les conséquences post-traumatiques que l'on garde toute sa vie. Et des témoins en ont parlé, et vous pouvez le ressentir dans leurs propos. Alors moi, j'introduis juste une chose, c'est ce qui résumera mon deuxième point. Le summum pour moi, dans la nature des faits de violence, c'est quand l'entraîneur, comme c'est le cas dans 3-4 dossiers, arrive à avoir une telle emprise sur son groupe qu'il fait faire les actes de violence par les athlètes eux-mêmes entre eux. Ce que nous a dit, ce qu'un ou deux témoins nous ont dit dans leurs témoignages. C'est-à-dire qu'on a ça, ça ressort très très nettement dans les signalements et dans les témoignages. L'entraîneur arrive par tout un système très très complexe, d'abord identifier les premières personnes qu'il va pouvoir dominer, commencer à les maltraiter, mais progressivement, pas d'un coup forcément des choses. Et puis si ça marche, ensuite, ils sont pris dans ces filets, et très vite apparaît une stratégie, une partie du groupe, c'est les privilégiés. Alors souvent ceux qui sont un peu plus forts que les autres ou un peu plus mûrs que les autres. Et donc l'entraîneur n'a plus qu'à désigner avec des surnoms, des colibés, un peu de moquerie, les souffres-douleurs. Et vous comprenez la suite, vous comprenez ce qui se passe. Comme on est dans un climat où au quotidien on entend des choses absolument inacceptables avec des gamins de 15 ou 16 ans, mais alors là, c'est irracontable. Vous le lirez dans les... Je pense que c'est très important si les témoins peuvent vous adresser les témoignages. Il faut que vous lisiez ça quand c'est possible. Et donc là, vous comprenez tout de suite l'environnement qui est en fait organisé. C'est un environnement pervers. Et donc à partir de là, tout peut se passer. C'est-à-dire que là, on est dans une escalade des choses qui peut vous conduire jusqu'au bout du processus, c'est-à-dire jusqu'aux choses les plus abominables. Et elles ont eu lieu. Vous n'avez qu'à demander aux gens qui vous ont déjà parlé ce matin, ils ne vous ont pas tout dit. Les choses les plus abominables, elles finissent par avoir lieu. Mais lui, l'entraîneur, il ne se lave plus les mains, il ne se salit pas les mains. Il manage la violence. Et alors, quand il y a quelqu'un qui ose parler ou qui porte plainte, alors ça, c'est magique, l'entraîneur fait faire une liste de soutien. Et il obtient de, je sais pas, 80% de sa population des soutiens. Et en général, ça aplatit complètement l'enquête, il ne se passe rien derrière. Cette stratégie a été utilisée aussi pour des cadres nationaux de la fédération. Dans des incidents qui se sont passés, notamment, je ne sais plus, il y a des exemples où... vraisemblablement, enfin là je peux me tromper, mais je pense que c'est peut-être le service juridique ou l'ancienne fédération qui avait dit aux entraîneurs qui étaient en difficulté, faites ça, vous faites faire une liste de soutien. Donc vous vous retrouvez parfois même avec des cadres nationaux, pourquoi pas, de la direction technique, qui font une lettre de soutien à l'agresseur présumé, mais ils n'ont même pas pris le temps de savoir ce qu'il y a vraiment dans le dossier. Voilà. Donc ça, si vous voulez, en termes de nature de fait, je pense qu'il faut le signaler. Pardon, je vous interromps 2 petites secondes. Est-ce que vous avez, d'une part, des affaires en tête sur ce que vous venez de nous expliquer, soit vous pouvez nous les donner maintenant, ou alors nous transmettre aussi par écrit peut-être des affaires
dont en fait, on a utilisé cette stratégie des lettres de soutien voilà, pour des cadres ou pour des personnes de fédération, des entraîneurs. Alors, je pourrais vous les transmettre, mais il faut prendre la précaution des procédures judiciaires en cours. Est-ce que je continue sur le point suivant? Alors, le point suivant, on va grouper le 3 et le 4, parce que sur l'omerta et les incohérences des enquêtes administratives, le recueil de la parole des victimes, la confidentialité, mais je voudrais aussi, si possible, interroger les parents Gégo, s'ils sont présents et disponibles, s'ils souhaitent témoigner. Il serait intéressant aussi d'avoir le témoignage de parents. Non? Non. Monsieur Roux, allez-y. Oui. Donc, j'aborde maintenant la question de l'omerta, de ses éléments constitutifs, comment elle s'est créée dans le temps et comment elle s'est maintenue. Et donc, également, avec le point suivant, on peut les emboîter comme vous l'avez proposé. Alors, donc... Oui, alors donc je reviens un instant sur ce que nous a raconté Karine Repérand, la psychologue de tout à l'heure, parce qu'en fait ça illustre aussi comment peut se générer l'omerta, et là on voit que tout le monde peut faire son analyse de pratique et son introspection. C'est pas réservé seulement aux fédérations, c'est vraiment le monde sportif dans son ensemble. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers cette audition, j'apprends moi-même des choses. Il y a bon nombre d'éléments que je n'avais pas. Donc, eh bien, dans l'enquête de la Dragesse de PACAS, si je ne m'abuse, en 2011-2012, qui a été déclenchée suite au groupe de parole qu'organisait la psychologue Karine Repérand, qui est co-autrice de notre livre, elle signifie un certain nombre de choses dans son rapport, comme ce que vous avez entendu, je crois, lécher la lèvre quand elle saigne, après avoir provoqué ce saignement. Voilà. Je n'avais pas tout ça en détail. Et alors moi, il y a un truc qui m'a alerté quand même, c'est que vraisemblablement, ce rapport, il a été rédigé seulement sur la bonne foi des entraîneurs. Et donc ça m'interpelle parce que je peux me tromper, hein, je ne suis pas un spécialiste, mais ça serait intéressant de vérifier, ne serait-ce que pour l'analyse de l'expérience. Je ne pense pas que les victimes aient été auditionnées. Et alors, moi, quand je lis le rapport, j'ai même une autre grosse interrogation sur une personne qui prend la parole dans ce rapport. Un peu de la nature de ce que je vous avais dit tout à l'heure. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens, ils ont des casseroles, et puis après, on leur demande de témoigner ou d'être de conciliateur quelque part. Et ça, je sais pas, je trouve que c'est complètement incohérent. Donc, en fait, si vous voulez, l'omerta, moi, j'ai discuté avec un ex-dirigeant du comité directeur. Je ne sais pas s'il est en ligne ce matin et s'il m'entend. Il était au comité directeur de la fédération entre 92 et 2000. Et donc, lui me disait, mais tu sais, Patrick, des affaires de pédophilie, par exemple, il y en a eu à toutes les époques. Dans un groupe humain de 500 000 licenciés, etc. C'est bon. Et alors, quand ça se produisait, il y avait 2-3 personnes qui étaient au courant, pas plus, et ils réglaient en quelque sorte l'affaire entre eux. Et nous, au comité directeur, on nous disait simplement, on a réglé l'affaire. Et après, ça faisait une petite ligne dans le PV. Voilà. Donc, si vous voulez, pour moi, ça m'a permis de comprendre en fait que tout ça a une trajectoire historique. En fait, l'omerta, c'est pas ces 10 dernières années, c'est pas ces 20 dernières années. Je pense que vous pouvez remonter aux années 70. Et là, nous, dans le Landerneau, on a entendu des choses absolument sidérantes. Voilà. Donc, c'est ça, en fait. C'est vraiment un problème profond et qui ne peut pas être résolu
par les petites mains du sport. C'est absolument impossible. Il n'y a que l'État qui peut faire des choses comme ça. Ce n'est pas les éducateurs sportifs, ce n'est pas les CTS et même les élus dirigeants. C'est impossible parce que, si vous voulez, c'est comme un millefeuille. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'il y a des choses qui ont eu lieu il y a 40, 50 ans, mais qui sont toujours prégnantes. C'est-à-dire que les gens le savent, les hauts dirigeants savent que ça a existé, et on peut même faire l'hypothèse qu'à certains moments, ils n'interviennent pas parce que les agresseurs présumés sur des choses très récentes qui se passent en ce moment pourraient avoir des dossiers sur ça. Dossiers qui seraient susceptibles d'inquiéter les instances qui sont là depuis très 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 longtemps. Puisque vous pouvez le voir au judo comme dans d'autres fédérations, au sport de glace c'était pas mal non plus, vous avez des présidents qui restent aux manettes 30 ans hein, dans une fédération, des fois plus, parce qu'avant d'être président ils sont DTN, donc en fait ils tiennent la fédération pendant 40, toute leur carrière, quoi. Et donc si vous voulez c'est un millefeuille avec une accumulation de choses absolument incroyables. Et donc, il y a des mauvaises habitudes qui ont été prises depuis des décennies. Alors, vous commencez par passer l'éponge sur des petites choses, des bagarres, des petites agressions, des agressions sexuelles, etc. Puis après, quand arrivent des choses beaucoup plus graves, ben, vous ne pouvez plus rien dire, parce que vous dites, oh là là, si jamais on commence à sortir quelque chose, il y a toute la pelote qui va venir, là, et ça va être une catastrophe. Alors là, on vous balance tout, l'image de la fédération, il ne faut pas cracher dans la soupe, il ne faut pas nuire à l'économie des licences. L'important, c'est les Jeux Olympiques et les médailles. Enfin, vous voyez, là, vous avez les éléments de langage. Et alors, ces éléments de langage, ils sont transgénérationnels, et jusqu'à aujourd'hui, hein, ça n'a pas changé. Là-dessus, il n'y a rien qui a changé. L'objectif numéro 1, c'est de protéger la fédération, le système, l'image, l'économie, bien sûr, puisque 70% du budget, c'est les licences. Donc voilà, il y a un trait d'union facile à comprendre. Et donc, tout ça, ça génère l'omerta. Alors après, ben, évidemment, pendant longtemps... ça a été dit par plusieurs témoins, c'est toujours le cas d'ailleurs. Les gens, quand ils sont victimes, réagissent mal, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la bonne procédure. Donc très très souvent, leur première réaction, c'est qu'ils vont porter plainte à la Ligue. Mais moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. C'est un peu comme si Sarah Abitbol, au moment où elle a été agressée sexuellement, elle avait couru voir le président de la fédération en lui disant « Tu sais, il y a peut-être des agressions sexuelles au patinage. » Ben, moi, j'ai fait la même chose au judo. Quand j'ai eu les premières informations, je suis allé voir la direction de la fédération. Et donc là, ben, j'étais complètement naïf. Je ne pensais pas une seconde que ça allait se retourner contre moi. Et là, ben, c'est la sidération, si vous voulez. Et alors donc, le problème aussi, c'est que ben, quand les gens... Aujourd'hui, c'est différent, hein, bien sûr. Je parle là d'histoires qui ont 15-20 ans. Quand les gens s'adressaient aux DRDJS, à l'époque, les DRAGES d'aujourd'hui, donc au service déconcentré du ministère des Sports, eh ben, vous pouvez voir, ça, vous avez qu'à lire les signalements et les témoignages, et vous allez vous rendre compte que c'est plein d'irrégularités. Je l'ai dit déjà tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a de nombreux conseillers d'animation ou d'administration sportive qui avant étaient entraîneurs, donc il y a déjà cette question de l'objectivité des enquêtes et la manière dont circulent les informations. Donc ça, c'est un point. Et puis la deuxième chose, c'est que ben, on voit souvent que, en fait, quand on a donné ces informations-là au DRAGES derrière, il ne se passe pas grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose et bon, on peut quand même vraiment faire l'hypothèse, si on remonte quelques années en arrière, de l'indépendance de ces enquêtes, en fait. Hein. Moi, il y a un ami, un collègue qui me disait là récemment, mais moi, juste pour une histoire d'attribution de salle, un président de club avait un courrier de la mairie, puis il y a eu un coup de téléphone et tout d'un coup, ils ont donné la salle à une autre association. Donc ça indique bien que ces instances départementales du ministère des Sports, elles ne sont pas indépendantes, elles ne sont pas étanches au monde politique. Et donc nous, on a beaucoup de signes de ça. Moi, dans mes investigations, il m'est arrivé d'aller voir des députés, vos collègues, dans plusieurs régions. Et bah, pour ne rien vous cacher, il y en a quelques-uns qui m'ont dit « Ah oui, mais moi je suis très au courant de tout ce qui se passe ici. » Et il y en a un, je sais qu'il avait peut-être plus d'informations que moi sur le dossier. Bah, ils font quoi?
Je veux dire, est-ce qu'ils vont contribuer? C'est ça la question que je pose, parce que là, on est quand même 3 ans après Sarah Abitbol, donc j'espère que tout le monde a entendu quand même que potentiellement, c'est quand même un sacré scandale ce dont on parle là. Donc on est en train de jouer avec le temps, vous voyez, on a l'impression qu'on est en train de lisser le scandale. Petit à petit, là, ça s'étiole jusqu'à ce que les gens soient fatigués, parce que, vous voyez, les gens qui parlent ce matin, là, qui sont en visio, eux, ça fait 10 ans, 20 ans qu'ils traînent ces histoires pour essayer de les raconter. Donc c'est un peu comme une dernière chance, si vous voulez, de le faire. Et donc, moi, beaucoup de gens, c'est une des spécificités de notre association, d'essayer de rester en contact avec les victimes et avec les gens qui ont témoigné, en leur disant, OK, on reste... on y croit, on persévère, ça va finir par aboutir, etc. Mais les gens sont fatigués. Merci, Monsieur Roux. Je voudrais répondre à votre question. Que font les députés? Les députés, ils travaillent. Les députés, ils travaillent sur cette commission d'enquête. La preuve, nous sommes peut-être peu nombreux dans la salle, mais nous sommes sur une rentrée parlementaire au 25 septembre. Mais 30 députés sont inscrits à cette commission d'enquête et suivent à distance la commission d'enquête.